Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amanti et ce soir je vous raconte une histoire que vous connaissez très certainement, celle d'une disparition très étrange, celle de Suzanne Viguier. Suzanne Viguier, 38 ans, disparaît en février 2000. Dès lors, il n'eut qu'un seul suspect, son mari. Le couple était sur le point de se séparer. Suzanne avait un amant depuis plusieurs années et son mari avait quelques conquêtes de son côté. Une enquête et 2 procès plus tard, rien de plus. Suzanne s'est simplement volatilisée dans la matinée du 27 février 2000 dans la ville de Toulouse. Des éléments circonstanciés pointent du doigt son époux. Un matelas qui disparaît, un sac à main avec lequel serait partie Suzanne mais qui sera retrouvé dans le placard de l'entrée, de petites taches de sang, et son mari qui ne signale sa disparition que 3 jours plus tard. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour être mis au courant des nouvelles sorties. Alors, Suzanne Viguier, vivante ou non? Si oui, où est-elle? Sinon, qui a tué Suzanne Viguier et où est son corps? Dans cette affaire, il n'y a pas de coupable, aucun aveu et pas de preuves. C'est parti pour l'histoire de la mystérieuse disparition de Suzanne Viguier. Je vais d'abord vous présenter Suzanne Viguier. Elle est professeure de danse dans la banlieue de Toulouse et maman de 3 enfants, et elle est épouse d'un professeur de droit, Jacques Viguier, 42 ans. Elle est aussi membre d'un club de tarot et c'est là-bas qu'elle rencontre son amant, Olivier Durandais, 31 ans, en 1998. Depuis que Suzanne s'est rendue compte des nombreuses infidélités de son époux en 1995, ils font chambre à part. Donc elle rencontre Olivier Durandais 3 ans plus tard. Suzanne dort dans un lit, puis plus tard dans un clic-clac dans une des chambres d'amis de la maison. Mais elle reste malgré cela et les violences dont elle est victime, car elle veut conserver un certain équilibre familial pour ses enfants. En 2000, elle et son époux sont sur le point de divorcer, donc je suppose que ses enfants commencent à grandir. Le 3 février, elle va voir une assistante sociale et vérifie son testament chez son notaire. Le 24 février, elle appelle son avocat pour prendre un rendez-vous pour le 28 février. Le samedi 26 février, elle passe la soirée à son club de tarot et passe une partie de la nuit avec son amant. Je vais maintenant revenir sur les circonstances de cette disparition. Nous sommes dans la nuit du 26 au 27 février 2000 au 19 de la rue des Corbières à Toulouse et Suzanne est raccompagnée par son amant vers 4h30. Son mari va le confirmer, il dira avoir entendu Suzanne rentrer dans la maison. Après cela, tout est flou. Vers 7 ou 8h du matin, Jacques se lève et il aurait vu Suzanne dormir dans le clic-clac de la chambre d'amis. Mais en fait, il n'en est pas sûr, il a juste dit avoir vu 1 ou 2 ombres dans le lit et a pensé que c'était Suzanne et sa fille. À 10h du matin, le grand-père passe prendre ses petits-enfants et les conduit au jardin public. Ils sont censés déjeuner en famille ce dimanche. Donc théoriquement, Suzanne est toujours en train de dormir, seule, et Jacques est au travail. Il revient à leur domicile vers 10h45 pour se préparer à un petit jogging de 6 km. À ce moment-là, selon certaines sources, il aurait appelé ses parents pour leur dire qu'il aurait un petit peu de retard. Il va donc les rejoindre avec un petit peu de retard pour le déjeuner. Par contre là, il reste toute la journée en famille et ils ne rentrent que tous ensemble le dimanche soir. Ils se rendent compte que Suzanne n'est pas là, mais ne s'inquiètent pas plus que ça. La porte d'entrée était fermée, selon ses dires, alors il ne s'est pas plus inquiété. Du côté de l'amant, Olivier Durandais, il était censé recevoir un coup de téléphone de Suzanne vers 13h45, 14h, heure à laquelle elle avait mis son réveil. Elle ne le fait pas et il ne semble pas s'inquiéter plus que cela. Par contre, selon certaines sources, il l'aurait appelé à 18 reprises au cours du dimanche, mais elle ne va pas lui répondre. Le dimanche soir, il appelle Jacques car il est très inquiet et Jacques va lui dire de ne pas s'inquiéter plus que cela. Le lendemain, soit le lundi, Olivier Durandais se rend à leur maison et avec l'accord de Jacques Viguier, il fouille la maison. Dans la salle de bain, il va trouver la trousse de toilette de Suzanne, qu'elle a toujours avec elle,
donc en théorie dans son sac à main. Et à l'intérieur, il va trouver les gouttes qu'elle met dans ses yeux car elle porte des lentilles de contact. Il va aussi voir à côté ses lunettes de vue et par contre, ses lentilles de contact ne sont pas là. Les vêtements qu'elle portait le samedi soir sont eux dans la maison. La voiture de Suzanne est garée à côté de la maison du couple. Le mercredi 1er mars, Jacques Viguier déclare la disparition de son épouse. Olivier Durandais en fait de même. Le 8 mars, son mari est convoqué à la police et il est fort peu coopératif. Il lui faudra 3 heures d'audition pour qu'il se décide enfin à déposer une plainte pour enlèvement et séquestration, permettant aux policiers de commencer leur enquête. Et ce comportement ne sera pas en sa faveur, loin de là. Il deviendra le principal, si ce n'est le seul suspect, dans l'affaire de la disparition étrange de Suzanne Viguier. Le 10 mars, il est de nouveau convoqué. Les policiers le soupçonnent de plus en plus d'être responsable de la mystérieuse disparition de Suzanne. Il fouille avec son autorisation son domicile. Au moment où les policiers découvrent que le matelas n'est plus là, Jacques Viguier aura été décrit comme très agité. Très vite, il est placé en garde à vue et là, c'est la perquisition qui commence. Le 11 mai 2000, Jacques Viguier est placé en détention provisoire, puis relâché, 9 mois plus tard. Cette affaire commence très mal, car il n'y a pas de corps, pas d'aveu, mais par contre, beaucoup de soupçons. Déjà sur son futur ex-mari Jacques Viguier. L'homme est presque aussitôt suspecté d'avoir quelque chose à voir avec sa disparition. Simplement car bien c'est son mari, et que d'un point de vue statistique, dans environ 80% des cas, ce sont les proches qui sont responsables de la disparition ou du décès d'un membre de leur entourage. Jacques Viguier est placé en garde à vue mais n'avoue rien. Mais il reste sur ses déclarations. Dans la nuit du 26 au 27 février, son épouse est bel et bien rentrée à la maison. Il aurait même entendu ses bruits de pas. Et cela disculpe d'emblée son amant. Mais il y a d'autres questions en suspens en ce qui le concerne. Déjà, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas inquiété? Il répondra que bien, Suzanne avait l'habitude de partir sans vraiment prévenir pour vaquer à ses petites occupations. Et que le couple ne se parle presque plus. Ils sont séparés entre guillemets depuis 1995, alors la communication n'est peut-être pas au bout fixe entre eux. Ils ne se parlent presque plus, donc quand il voit qu'elle n'est plus là le dimanche, il ne s'inquiète pas. Son amant par contre, Olivier Durandais, s'inquiète. Il appelle Jacques le dimanche soir, car elle ne l'a pas appelé à 1h45. Jacques Viguier va lui répondre de ne pas s'inquiéter, qu'elle va revenir. Jacques Viguier côtoyait les élèves de sa fac, il avait donc quelques aventures. Selon certains témoins, Jacques Viguier n'avait pas l'habitude de faire un petit jogging. Jogging qu'il a affirmé avoir fait le dimanche matin, vers 10h45. On va donc faire une petite reconstitution de ce petit parcours de 6 km. Parcours que Jacques Viguier va faire en 28 minutes, semant presque les policiers qui le suivent. Mais les avocats vont dire que le parcours est assez particulier. Il a couru sur du béton le long d'une rocade, donc un parcours pas vraiment très agréable quand on veut faire un petit jogging tranquille. Encore un point assez étrange qui sera relevé au procès. Un autre point assez étrange qui sera pointé du doigt au procès, c'est la mystérieuse disparition du clic-clac, que Jacques Viguier va peiner à expliquer. Selon ses dires, il s'en débarrasse le 8 mars 2000, donc à son retour du commissariat la première fois, au lieu de partir au Vietnam pour son boulot. Le même jour, il lave les draps dans lesquels dormait son épouse. Selon ses déclarations, il aurait jeté le matelas à la déchetterie, car pour lui, Suzanne et Olivier se retrouvaient sur ce même matelas. Le matelas sera recherché à la décharge par les policiers. Jacques Viguier va en reconnaître un, mais en fait, ce n'est pas le bon. Il va donc revenir sur ce point beaucoup plus tard et dira que le vrai matelas a brûlé dans un incendie. On ne sait pas où, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. On va quand même faire une petite reconstitution pour voir si Jacques Viguier seul peut manipuler ce matelas, et c'est peine perdue,
il va avoir beaucoup de mal à le mettre dans sa voiture parce qu'un matelas ça part un petit peu dans tous les sens. C'était quand même un matelas assez gros, c'était un matelas de personnes, donc lourd et qui part un petit peu dans tous les sens. Et donc il va pas arriver à le mettre dans sa voiture. C'est donc un détail en plus qui est en sa défaveur. Un autre point, défavorable encore pour lui, c'est le sac à main. Dans ses premières déclarations, Jacques Viguier prétend que Suzanne serait partie avec son portable et son sac à main. Or, on le sait, quelques jours plus tard, lors d'une perquisition, donc je suppose celle du 10, les policiers vont trouver le sac à main caché au fond du placard de l'entrée. Dans celui-ci, ils découvrent les clés de la voiture de Suzanne ainsi que les clés de la maison, mais pas son portable ni son portefeuille, laissant donc penser qu'elle n'est jamais partie de la maison. La perquisition continue, ils fouillent le véhicule de Suzanne et cachés sous la roue de secours, ils vont découvrir les papiers du divorce. Et c'est là que les policiers découvrent qu'elle avait un rendez-vous le lundi 28 février. Rendez-vous où elle n'a pas pu se rendre du coup. Et ça va sous-entendre également que Suzanne avait peur ou n'avait pas confiance en son mari, car elle avait bien caché les papiers du divorce. La question qui se pose alors, c'est est-ce que Jacques Viguier savait que sa femme voulait divorcer pour se mettre en couple, du coup, avec Olivier Durandais? La question de l'amant ne se pose pas vraiment, son emploi du temps n'a pas été sondé, fouillé, pour la simple et bonne raison que Jacques Viguier va dire qu'il a entendu son épouse rentrer seule dans la maison. Et donc, par conséquent, ça le met de côté direct. Par contre, ce qui va être étrange, c'est que Olivier quand même est attaché à Suzanne. Elle devait l'appeler dans l'après-midi ce dimanche. Elle ne le fait pas. Pour certaines sources, il va l'appeler à 18 reprises et pour d'autres, il ne tente pas de la contacter. Par contre, il tente de l'appeler peut-être le dimanche soir et là, il va appeler Jacques Viguier et il va s'inquiéter. On va apprendre quelque chose d'important au cours du premier procès. Olivier Durandais a profité du passage de la femme de ménage pour fouiller le domicile du couple. Par contre, je n'ai pas la date. Il y a une autre théorie qui a émergé, celle de la dépression et de la fuite volontaire. Dans le sac de Suzanne, on va trouver une boîte de benzodiazépine. Ça veut tout dire et à la fois rien dire. Ça montre juste qu'elle est en traitement, c'est tout. Par contre, fait troublant, le 13 mars, des policiers vont trouver le portefeuille de Suzanne sur la voie publique. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le lieu et le rapprochement n'a pas été fait tout de suite. Puis le 16 mars, un chauffeur de taxi déclare avoir conduit une jeune femme à la gare. Elle l'attendait au numéro 21 de la rue des Viguiers avec une valise. Eux vivent au 19. Cependant, il va revenir sur ses déclarations. Il y a un autre point très important qui fera débat lors du procès, c'est la question du sang trouvé au domicile. La police scientifique va découvrir plusieurs traces de sang. De quelques millimètres certes, mais quand même. Alors, au rez-de-chaussée, dans les escaliers et dans la salle de bain. Par contre, des traces sur la housse du sommier ont été trouvées. On va demander à Jacques Viguier pourquoi il y a ce sang. Il va déclarer que c'est le sang de Suzanne, car ils ont eu des rapports lors de ses règles. Le seul hic, c'est qu'on a trouvé ces traces sur la housse du sommier, donc en dessous du matelas. Donc comment le sang a-t-il pu traverser un matelas de 15 ou 25 cm d'épaisseur pour se retrouver là? Il va répondre qu'ils ont eu ce rapport sur les lattes, ce qui est très confortable. On va trouver d'autres traces de sang sur les chaussures de Jacques Viguier. Il déclare que Suzanne et lui coupaient une branche dans le sud de la France, que la branche est tombée sur eux et que un petit peu de sang de Suzanne s'est glissé dans la chaussure. En ce qui concerne la partie du sang, j'ai trouvé tous ces détails sur la chaîne de Canal Disparition que je vous mets en barre d'infos ainsi qu'en description. Revenons maintenant aux deux procès. Au cours du premier procès, des témoins déclarent qu'ils n'auront jamais vu Jacques Viguier être violent avec qui que ce soit. Alors de ce côté-là, le fait qu'il se comporte différemment en public et en privé, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je ne sais pas non plus si ses enfants ont déclaré quelque chose
comme par exemple s'ils ont vu ou non des coups ou des insultes. Si eux n'ont pas vu de violence physique ou verbale, alors cela pourrait être interprété en sa faveur. On va demander également à 2 experts psychiatres d'analyser le comportement de Jacques Viguier. Eux diront que dans sa psyché, rien ne le prédispose à commettre un acte de violence vis-à-vis de sa compagne, simplement car elle veut divorcer. Mais si elle a pris seul rendez-vous avec l'avocat pour le divorce, on peut l'interpréter comme cela. Le divorce ne va pas se faire par consentement mutuel. En tout cas, c'est de cette façon que je l'interprète. Et je ne sais pas s'ils devaient s'y rendre tous les deux le lundi 28. Il serait aussi intéressant de savoir si son avocat, ne la voyant pas arriver, a tenté de la joindre ou non. D'autres personnes vont témoigner sur le fait que Jacques Viguier refuserait un divorce. Au premier procès, Jacques Viguier est acquitté. Mais quelques jours après ce verdict, le parquet fait appel, car eux ont l'intime conviction que Jacques Viguier est responsable. En appel, il est de nouveau acquitté. Après tout, il n'y a pas de corps, de simples suppositions, des doutes et des éléments circonstanciés, mais rien d'autre. Après 11 ans de combat, Jacques Viguier est libre, mais encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est advenu de Suzanne Viguier, qui reste portée disparue et présumée décédée. Les 2 procès étaient à charge contre Jacques Viguier, pourtant même sa belle famille ne le soupçonne pas. Les preuves ne sont pas là ou ne sont qu'indirectes. Le comportement du suspect, qui n'était pas toujours coopératif, l'a enfoncé encore plus. Finalement, cette affaire ne vous rappelle pas une autre affaire plus récente ? La chaîne Bear Crime a fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à la regarder, elle est très bien. Il parle de plusieurs affaires, dont celle-ci, l'affaire Suzanne Viguier, l'affaire Delphine Jubilard et d'autres affaires où il y a une disparition mais pas de corps, comme par exemple l'affaire Robert Pichon, mais vous devrez cliquer pour en savoir plus. Je conclurai comme cela. Cette affaire nous montre que les enquêteurs ont tout de suite pensé à son mari, sans vraiment chercher à voir d'autres pistes, comme la piste d'une disparition volontaire ou d'un suicide malheureusement. On ne sait donc pas si Suzanne est morte ou non. Si elle est décédée, si quelqu'un l'a tuée, alors le crime parfait existe. Si c'est son époux, comme beaucoup le pensent encore aujourd'hui, alors il aurait commis le crime parfait. Pas de sang, pas de corps, pas de traces, pas d'aveu. Suzanne s'est volatilisée le dimanche 27 février 2000 avec simplement son portefeuille et son portable peut-être, sans son sac à main retrouvé au fond de l'armoire de l'entrée, 24 heures avant son rendez-vous pour débuter une procédure de divorce et après avoir vérifié son testament. On voit donc dans ces affaires de disparition étranges, quand les personnes disparaissent complètement et que l'on suspecte qu'un crime ait été commis, qu'un simple faisceau de preuves indirectes ou la simple intime conviction ne suffit pas, et que par conséquent, et cela fait froid dans le dos, que le crime parfait existe, qu'il suffit que la dépouille soit détruite ou bien cachée, qu'elle ne soit jamais retrouvée, pour que la justice estime parfois qu'il n'y a pas assez d'éléments qui prouvent la culpabilité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Un petit like si vous désirez me le montrer et un abonnement me ferait plaisir. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle actualité crime et disparition. Et d'ici là, n'oubliez pas,